bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Merlot et Jean-François Breton. Épisode spécial. Série spéciale, oui, du film La Femme cachée. En fait, on a reçu une proposition quand même assez originale et intéressante à propos de ce film-là. Voilà, le rayonnement de mon ciné. En fait, c'est l'équipe du film La Femme cachée, donc le nouveau film de Benchir Bensadek, qui prend l'affiche le 9 août au Québec. Ils ont fait eux-mêmes leur propre balado, donc 3 épisodes d'entrevues sur l'idéation avec la scénariste, avec des intervenants du film, le producteur, le réalisateur, etc. Puis ils cherchaient un canal de diffusion. Alors, ben, ça nous fait plaisir de présenter, dans le fond, ces 3 épisodes-là qui vont permettre d'en apprendre plus sur le film La Femme cachée. Rapidement, ben, c'est un couple qui s'apprête à avoir leur 2e enfant. Et cette fois-ci, ça va être un garçon. Et ça vient vraiment chambouler la mère. Alors, elle décide de retourner en France, sur Paris, si ma mémoire est bonne. Pendant les Jeux Olympiques? Oui, voilà. Pour aller confronter un peu sa famille. Ce qui arrive là-dedans, c'est que son mari, joué par Antoine Bertrand, ignorait qu'elle avait une famille et il avait dit que les liens étaient coupés et quoi que ce soit. Alors, ça va déterrer quelques souvenirs douloureux, dans le fond, dans tout ça. Et pourquoi est-ce que, soudainement, alors qu'ils ont une jeune fille, mais pourquoi est-ce que là, c'est l'idée d'un garçon qui la, disons, terrorise à ce point-là? Alors, les mystères seront dévoilés telle une couche d'oignon, comme des pelures d'oignon. Les bouleversements seront bouleversés. Mais oui, très, très bon film, très bon comédien, comédienne. Je vous encourage fortement à aller voir le film et à écouter justement cette série d'épisodes pour en savoir plus. L'exilé des exilés, un documentaire sonore de Léo Conert, musique originale de Mohamed Masmoudi, conception sonore de Norman Tonnelier. Premier épisode. Halima en pyjama et une veste sur le dos se dirige vers la cour arrière où elle trouve Sylvain, assis sur la balançoire de Léa, en train de fumer une cigarette. Halima, tout ce que je t'ai dit sur mon enfance est vrai. Les privations, la misère. Sylvain jette le mégot de cigarette dans l'herbe. La cour, le noir du ciel, le chien qui jappe, l'ombre des arbres projetés au sol par le lampadaire, tout semble irréel dans le silence et le temps suspendu. Halima, il fallait que j'oublie d'où je venais pour survivre. Je ne regrette rien. Faut que j'y retourne. Avant la naissance du bébé. Je peux pas l'expliquer, mais je le sens. Je suis sûr que je dois le faire pour moi, pour le bébé. Moi, je suis Bachir Bensadek, je suis un réalisateur du film La Femme cachée, co-scénariste. Et donc, je vis au Québec depuis janvier 92. Je m'appelle Maria Camila Arias et je suis colombienne. Je suis née à Bogota. Je suis venue au Canada quand j'avais 18 ans, après finir l'école secondaire. J'ai vu un cours intensif de scénarisation. Depuis 2010, c'est la seule chose que je fais, d'écrire des scénarios. Moi, c'est Rabah Bouberas. Je suis de profession réalisateur. Donc, je fais des films habituellement. Je fais des films de fiction, j'écris des scénarios. Mais dans le film de Bachir, je joue un rôle, quoi. Donc, je fais le rôle de Boussad, le rôle du père. Et là, on est réunis pour lire le texte que Bachir et la scénariste ont utilisé pour écrire le scénario du film Le Frère, qui s'appelle maintenant La Femme cachée. Avec le film de Le Frère,
ben, c'était la source la vraie Halima qui a donné les notes biographiques. Elle voulait faire cette histoire. Elle voulait rencontrer son histoire personnelle. Alors, pour moi, il n'y avait pas de problème. C'est un texte assez bouleversant, quoi, cette dame-là, qui raconte son histoire, sa vraie histoire. Donc, c'est une fille d'immigrés algériens dans le sud de la France qui quitte la France, qui fuit sa famille et sa vie en France et vient s'installer au Québec où elle se marie avec un Québécois et avec qui elle a des enfants. Et donc dans le film, elle décide de retourner avec son mari et sa fille pour revoir ses parents, pour soit se réconcilier ou régler ses comptes ou pardonner. On voit un peu son parcours en quelques jours. J'ai lu le récit de cette femme. Quelle force cette femme, quelle capacité de se reconstruire suite à une succession de drames. On a créé un univers fictionnel qui était la projection d'une vraie vie, mais qu'on ne voulait pas raconter de façon intégrale. On a concentré ça sur un voyage avec un bébé dans le ventre et un besoin de régler un conflit. Et ça a donné un univers absolument cohérent, selon moi. Et les notes biographiques, ça raconte toute son histoire, depuis son enfance jusqu'à sa vie à Montréal. Et c'était, je ne sais pas combien, mais 25 ans de vie. Et le film, ça raconte juste 3 semaines de sa vie. Alors, c'était très difficile de définir qu'est-ce qu'on allait raconter, qu'est-ce qu'on allait laisser à côté. Pour moi, un film peut juste parler d'une chose, d'une thématique, pas de... Quand il y a beaucoup de choses dans un film, je pense qu'on perd l'attention. Alors moi, c'était juste une thématique que je voulais parler, mais je pense que c'est une thématique qui capture un peu l'essence de ce que la vraie Halima voulait dire de sa vie. On donne à notre source une version de scénario qu'elle lit et après la lecture, elle donne des commentaires à Serge Noël, notre producteur, donc qui est celui qui est en contact avec elle de façon plus rapprochée. Et elle lui dit, mais il y a une scène là-dedans où tu abordes une question dont je ne t'ai jamais parlé et qui est décrite exactement comme je l'ai vécue. Comment ça se fait ? Je t'ai jamais parlé de cette chose-là. Et c'est vrai que c'est déstabilisant de se dire qu'on a inventé quelque chose qui pourrait être réel. Et je dirais que cette tendance est poursuivie tout au long du film. Parce que à chaque fois, il y avait quelque chose où je me disais, mais c'est drôle. Ça, c'est exactement comme dans les notes biographiques. On est en train de lire ça et avec des amis littéraires du domaine de la communication, on est en train d'essayer de débattre de ce sujet qui est énorme. Énorme. C'est un très gros sujet, l'immigration, l'exil, le conflit entre la tradition et la modernité. Ça permet de clarifier peut-être certaines choses ou de prendre conscience de certains phénomènes. Malgré la dureté de sa vie, ma mère rit beaucoup. Parfois, elle nous relate des souvenirs avec ses sœurs en Algérie. Ma sœur et moi ne comprenons que très partiellement ce qu'elle dit, puisque son débit de parole est rapide et qu'elle ne parle qu'un soupçon de français, mais nous ne ressentons pas cette barrière de la langue. Seul compte le plaisir de la voir rire aux éclats.
Des larmes de joie coulent sur ses joues, son rire est contagieux. J'ai hérité de ce merveilleux cadeau. Il nous arrive aussi de mettre de la musique et de danser. Ma mère danse très bien et j'en suis admirative. Ces moments sont très courts, mais pleins de vie. Mon frère Rachid, quant à lui, a pour leitmotiv « ça va le faire ». Il répète cette phrase sans raison apparente, cela me donne de l'espoir. C'est quelqu'un de drôle. Il a beaucoup d'humour et un bon sens de la répartie. Il est intelligent, beau, soigné, ordonné, organisé, confiant, imperturbable tant il est ancré et sûr de lui-même. Je le décris tel que je le perçois et j'ai le sentiment troublant de parler de moi. Rachid est quelqu'un que j'admire et je m'identifie beaucoup à lui. Lorsque je ris de ses blagues, je vis une certaine complicité avec lui et cela m'évite quelques débordements de sa part. Dans ces moments plus sombres, Rachid dit qu'il va nous détruire. Rachid est, je crois, un enfant programmé. À titre de premier fils, mon père lui a assigné l'horrible et monstrueuse responsabilité de nous annuler, nous, ses sœurs et sa mère. J'étais comme impressionnée, mais dans le mauvais sens. Et j'étais comme triste et un peu fâchée parce que c'est une histoire vraiment très dure et difficile. Mais je n'étais pas surprise. Je sais que ce genre d'histoire, ce genre de situation, ça passe tous les jours et partout le monde. Alors, j'étais pas surprise, mais comme de toute façon, j'étais comme triste et fâchée. Mais aussi, j'ai vu qu'il y avait une bonne histoire qu'on pouvait raconter. Et si elle, la vraie Halima, voulait raconter son histoire, je trouvais que ça, c'était très spécial et on pouvait faire quelque chose de bon et honnête. Et je me rappelle de marches où je lui ai posé toutes sortes de questions, où j'ai essayé de fouiller sa psyché, des questions parfois d'ordre intime parce que je voulais comprendre ce qu'elle avait vécu et pour pouvoir être à la hauteur de la vie qu'elle a menée, qu'elle a subie et pouvoir donner un résultat qui soit légitime. C'était important pour moi de travailler avec Bachir parce qu'il est algérien et là, il a vécu aussi en France. Moi, je suis colombienne, ma famille est catholique, et alors c'est un monde complètement différent. Mais en travaillant avec Bachir et aussi en parlant avec Halima, la vraie Halima, moi je pensais que j'avais tous les outils nécessaires pour pouvoir écrire cette histoire. Nous avons appris à la maison à avoir honte de notre corps. Le désir et le plaisir de vivre sont sans cesse tus. Nous n'avons pas le droit d'être des filles. Cela voudrait dire que nous serions des femmes en devenir, et donc susceptibles de désirer. Je dirais même que nous n'avons pas le droit d'être, tout court. Notre toilette se fait en cachette quand il fait noir. Plus nous grandissons, plus se laver devient suspicieux aux yeux de nos parents et de nos frères. Car en nous lavant, nous cherchons à plaire selon eux. Un jour, après une toilette un peu plus longue que d'habitude, Rachid sort de sa chambre et m'interpelle brutalement de sa voix menaçante. « Qu'est-ce que t'as fait? Tu veux faire la pute, c'est ça ?» Rachid me pousse dans l'escalier, je déboule. J'ai mal à la hanche. Je quitte la maison en pleurant et me rends à l'hôpital. Ce jour-là, je ne suis pas allée à l'école. Les mots n'existent pas pour ces choses-là.
Rachid vient me chercher dans ma chambre. Il me secoue l'épaule. En chuchotant, il me dit de venir. Je suis encore à demi endormie et je le suis telle une automate, sans penser, sans rien ressentir. J'obéis, c'est tout. Tu as dit, mon visage est navire, mon corps une île, et l'eau, organe désirant. Tu as dit, ta poitrine est une vague, nuit qui diffère les soumis-saints. Le soleil est ma prison ancienne, le soleil est ma nouvelle prison. La mort est fête et chant. M'as-tu entendu? Je suis autre que cette nuit, autre que son lit souple et lumineux. Mon corps est ma couverture, tissu dont j'ai cousu les fils avec mon sang. Je me suis égaré et dans mon corps était mon errance. Je suis Nilda, alors je me suis fait la voix de Halima, l'héroïne. Je dois vous avouer que j'ai vécu des choses similaires, d'où mon émotion. Et par contre, il y a des choses qui me paraissent un peu bizarres quand son frère, ça va le faire, il répète cette phrase, ça me donne de l'espoir. Pourquoi ça me donne de l'espoir? Ça, j'ai pas compris. C'est quelqu'un de drôle et tout ça, il a plein de qualités, alors qu'il n'en a pas en réalité, puisqu'il agit comme j'ai dit tout à l'heure, un beau salopard. J'ai pas vécu la même chose, j'ai vécu des choses similaires. Voilà, le père, on le voit pas beaucoup, ça a l'air d'être un pantin qui vous savez à quoi ça me fait penser? À l'histoire qu'il y a eu en Ontario, ce Pakistanais avec son fils qui ont assassiné finalement l'épouse précédente et les filles. Alors on voit cette complicité entre le père et le fils. Le fils se sent comme le porte-voix du père ou quelque chose comme ça, quoi. Donc ce Rachid là me trouble beaucoup. Et puis bien sûr, je suis révoltée. Je suis révoltée parce que je sais que c'est ça notre société. En Algérie, peut-être ailleurs aussi, mais en tout cas en Algérie, j'ai connu beaucoup de cas aussi comme ça. Vous voyez ce qui s'est passé récemment là? Au Maroc, cette fille de 11 ans qui a été violée sans interruption par 3 mecs, dont un lui a fait un enfant. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme peine? 2 ans de prison. Et il y a eu des réactions, heureusement. Il y a eu beaucoup de réactions et maintenant ils sont, je ne sais plus à combien d'années de prison. Il y en a un qui est à 25 ans, celui qui a fait l'enfant. Ils brisent une vie entière et plus. C'est pas propre à l'Algérie pour moi ou à une société algérienne. Dans le film qu'on fait, c'est une famille traditionnelle dans laquelle les hommes, les garçons ont eu tous les pouvoirs tout de suite, presque droit de vie ou de mort sur leur sœur. Ils devenaient les gardiens de l'honneur familial et c'est devenu très difficile pour eux de comprendre le pouvoir qu'ils avaient entre les mains parce qu'il n'y avait personne pour les limiter. Il y a une dimension d'isolation maintenue, de peur de l'extérieur et de plein pouvoir donné à des jeunes qui sont trop jeunes pour exercer ce pouvoir et qui finalement finissent par déraper et sans que rien ne soit fait parce qu'on ne peut pas s'en parler. Je m'appelle Mounia Edkaboura et ça m'a touchée énormément. En tant que femme aussi maghrébine,
Je n'ai pas vécu son expérience, mais son expérience est très très touchante. Et je tiens à dire que bravo. Et il a digéré la colère, il a digéré la haine, et cela lui a rendu un dragon. Et c'est bon, parce que c'était une porte de sortie pour se transformer, se transfigurer, se métamorphoser. Alors il était un papillon de lumière, écrasé, puis il s'est transformé en dragon. Et c'est merveilleux. La porte d'une maisonnette s'ouvre brusquement sur Halima. Elle s'élance tête baissée dans une rue résidentielle de banlieue, ses sandales aux pieds. Elle court comme si sa vie en dépendait, le regard droit devant. Rachid la poursuit à travers les rues endormies de la zone industrielle. Il traverse l'aire de stationnement d'une usine abandonnée, une petite rue commerçante et une cour d'école vide. Des grues se dressent au-dessus de la silhouette basse des habitations. Rachid, je te jure que tu vas regretter quand tu vas revenir. Il s'arrête essoufflé. Halima court encore sans se retourner. Rachid, je vais te défoncer la gueule. Sa voix se perd. Désormais pieds nus et elle aussi à bout de souffle, Halima arrive au bout d'un boulevard et se retourne, un air dur et déterminé sur le visage. À partir de ce jour, je n'habiterai plus dans la maison familiale. Pendant de nombreuses années, j'ai revécu cette scène dans mes cauchemars. Aujourd'hui, lorsqu'elle se rappelle à mon souvenir, je dois avouer qu'elle aurait fort bien pu se retrouver dans un scénario de film dramatique.